La théorie de l'évolution fut émise par Charles Darwin au milieu du XIXe siècle. Cette époque était très différente de la nôtre, car la science et la technologie n'étaient que peu développées. Les savants du XIXe siècle devaient travailler dans des laboratoires simples avec un équipement rudimentaire. Avec les instruments dont on disposait à l'époque, on ne pouvait même pas observer les bactéries. De plus, les savants étaient encore sous l'influence de nombreuses superstitions en cours depuis le Moyen Âge. L'une de ces croyances était que la vie avait une forme simple. Cette croyance, remontant à Aristote, considérait que la vie pouvait se produire toute seule, lorsque de la matière inanimée s'assemblait par coïncidence en milieu humide. En élaborant sa théorie, Darwin s'appuya sur la croyance que la vie avait essentiellement une structure simple. D'autres biologistes qui adoptèrent et défendirent les théories de Darwin pensaient de la même façon. Par exemple, le grand défenseur de Darwin en Allemagne, Ernst Haeckel, supposait que la cellule vivante, qui ne pouvait être perçue que comme une tache sombre avec les microscopes de l'époque, avait une structure très simple. Dans l'un de ses articles, il décrit la cellule comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone. La théorie de l'évolution était basée sur des suppositions comme celle-ci. Les pionniers de la théorie de l'évolution, comme Haeckel, Darwin et Huxley, pensaient que la vie avait une forme très simple, et que cette forme simple pouvait se susciter elle-même sous l'effet du hasard. Cependant, ils avaient tort. Au cours du siècle et demi qui s'est écoulé depuis l'époque de Darwin, des pas géants ont été effectués par la science et la technologie. Les scientifiques ont découvert la structure de la cellule que Haeckel décrivait comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone. Ils ont constaté avec surprise qu'elle n'est pas du tout simple comme on croyait auparavant. On a découvert que la cellule est dotée d'un système si complexe qu'on n'aurait même pas pu l'imaginer à l'époque de Darwin. Un célèbre biologiste moléculaire, Michael Denton, décrit la structure de la cellule par l'analogie suivante. Pour décrire la réalité de la vie telle qu'elle a été révélée par la biologie moléculaire, nous devons agrandir la cellule 1 million de fois jusqu'à ce qu'elle ait un diamètre de 20 km et ressemble à un vaisseau spatial assez grand pour recouvrir une grande ville comme Londres ou New York. Ce que nous verrions alors, ce serait un objet d'une complexité, d'une faculté d'adaptation inégalable. À la surface de la cellule, nous verrions des millions d'ouvertures comme les hublots d'un immense vaisseau spatial.
s'ouvrant et se fermant pour permettre à un flux continu de matériaux d'entrer et de sortir. Si nous entrions par l'une de ces ouvertures, nous nous trouverions dans un monde de la plus haute technologie et d'une complexité époustouflante. Reprenons donc l'analogie du vaisseau spatial proposée par le professeur Denton et examinons de plus près la complexité de la cellule. Notre voyage commence avec les hormones qui sont à la recherche d'une cellule appropriée. Quand les hormones s'approchent de la cellule, elles cherchent d'abord une porte qui les laissera entrer. Les portes de la cellule opèrent de manière sélective. Chaque molécule s'arrêtant à une porte est vérifiée par la porte pour voir si elle est bénéfique à la cellule ou non. Les portes ne s'ouvrent que pour les molécules utiles. Si un élément nuisible, comme un virus, essaie d'entrer par une porte d'une cellule, la situation change. La porte de cellule analyse cet élément, s'aperçoit qu'il est nuisible et le rejette. Quand les hormones passent la porte, elles sont immédiatement prises en charge par des protéines spéciales qui exécutent les fonctions de la cellule. Quand les hormones passent la porte, elles sont immédiatement prises en charge par des protéines spéciales qui exécutent les fonctions de la cellule. Ces protéines sont appelées enzymes. Si nécessaire, les enzymes utilisent immédiatement les hormones nouvellement arrivées. Si ces hormones ne sont pas nécessaires pour le moment, elles sont placées dans le compartiment de stockage de la cellule, qu'on appelle l'appareil de Golgi. Certaines molécules, comme l'insuline qui transporte les molécules de sucre, sont trop grosses pour passer par les portes d'une cellule. La cellule possède un système spécialement prévu pour des molécules si grosses mais utiles. La cellule étant un appendice spécial hors de sa membrane
pour faire entrer l'insuline. L'insuline, qui est à l'extérieur, est attirée par cet appendice. Bien entendu, un contrôle de sécurité strict n'est pas oublié. Une fois à l'intérieur, des enzymes transporteuses spéciales récupèrent soigneusement les molécules de sucre de l'insuline. Les enzymes apportent les molécules de sucre qu'elles reçoivent de l'insuline aux mitochondries, qui constituent l'usine de production d'énergie de la cellule. La tâche de la mitochondrie est de briser les molécules contenant de l'énergie qu'elle reçoit, afin que la cellule puisse les utiliser. Produits à la suite de réactions très compliquées dans la mitochondrie, les paquets d'énergie ATP sont transférés aux compartiments appropriés de la cellule, là encore grâce à un mécanisme parfait. Des canaux spéciaux appelés réticulum endoplasmique s'occupent du transport à l'intérieur de la cellule. Le noyau, qui ressemble à un gigantesque centre de traitement de l'information, est le cerveau du système complexe de la cellule. À l'intérieur de la cellule se trouvent les chromosomes, dont chacun est une immense base de données. Les chromosomes sont constitués de chaînes d'ADN enchevêtrées. Les plans détaillés de tous les systèmes présents dans la cellule sont codés dans ces chaînes d'ADN. Une chaîne d'ADN est semblable à une hélice en spirale composée de l'arrangement séquentiel de 4 molécules différentes. Ces 4 molécules différentes sont en fait un alphabet de 4 lettres. Grâce à cet alphabet, une énorme quantité d'informations qui remplirait des centaines de volumes d'une encyclopédie est codée dans la molécule d'ADN. Ce système de codage comprend les plans de production détaillés des milliers d'enzymes et de protéines différentes utilisées dans la cellule. Les projets de toutes les molécules organiques qui seront structurées dans la cellule sont inscrits dans l'ADN dans leurs moindres détails.
production d'une molécule organique, telle qu'une protéine, commence par l'identification du gène contenant l'information requise parmi l'ADN se trouvant dans les chromosomes. Une enzyme chargée exclusivement de cette tâche ouvre l'ADN comme une fermeture éclair. Un autre groupe d'enzymes vient et divise les brins d'ADN en deux. Une autre enzyme parcourt un des morceaux ainsi partagés et lit et copie rapidement les données qui y sont encodées. Une copie parfaite du plan de production contenu dans l'ADN a maintenant été obtenue. Une fois la duplication achevée, les enzymes referment l'ADN et le ramènent à son état initial. La copie effectuée d'après l'ADN est appelée ARN messager. L'ARN messager contient le plan de production de la protéine dont la cellule a besoin. La production de protéines elle-même a lieu à un autre endroit de la cellule. Cette structure, que nous pouvons également appeler l'usine de la cellule, est le ribosome. Le ribosome comporte un système de production parfait. L'ARN messager pénètre par une extrémité du ribosome et progresse lentement. Pendant ce temps, des transmetteurs, appelés molécules ARN de transfert, transportent jusqu'au ribosome les acides aminés, qui sont les composants nécessaires à la production de la protéine, dans un état complet et dans l'ordre correct. Les acides aminés apportés ici se combinent dans le bon ordre grâce au code se trouvant sur l'ARN messager. Pendant que l'ARN messager progresse, l'acide aminé correspondant aux données qui y sont codées est ajouté à la chaîne. Le résultat est une nouvelle protéine. La moindre erreur dans la séquence de l'acide aminé rendrait la protéine ainsi produite inutilisable. Pourtant, de telles erreurs n'arrivent pratiquement jamais. La production terminée, la protéine quitte le ribosome pour aller accomplir sa tâche. Tous ces processus extraordinaires ne se déroulent pas loin de vous, mais à l'intérieur de votre propre corps. Ces événements que nous avons simplifiés ici sont en réalité bien plus compliqués et se répètent sans cesse dans chacune des 100 milliards de cellules de votre corps. La cellule, que les auteurs de la théorie de l'évolution envisageaient comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone, possède donc cette organisation extraordinaire. Ce système merveilleux n'aurait certainement pas pu apparaître par hasard, comme le prétend la théorie de l'évolution. Lorsque tous ces détails de la biologie cellulaire furent révélés et compris, la théorie de l'évolution subit un grand coup. Aujourd'hui, un grand nombre des savants les plus distingués reconnaissent que la vie, telle qu'elle est contenue dans la cellule vivante, ne peut pas être le produit du hasard.
et ils reconnaissent qu'une organisation supérieure est présente dans tous les aspects de la vie. L'un de ces savants est Michael Behe, un professeur de biochimie américain réputé. Voici comment il se réfère au fait de l'organisation de la cellule, révélée par la science moderne. Je pense que la conclusion à une organisation est une conclusion scientifique, une conclusion empirique totalement fondée sur l'observation. L'univers et la vie sont le produit d'une intention, d'une activité intelligente. Et je voudrais souligner que cette idée est le fruit des progrès de la science. Elle ne vient pas de ce que nous ne savons pas, mais bien plutôt de ce que nous avons appris au cours des 5 dernières années. La science montre bien en effet que tous les êtres vivants ont été produits à la suite d'une création consciente. Ne parvenant pas à expliquer les systèmes complexes à l'intérieur d'une seule cellule vivante, la théorie de l'évolution ne parvient pas non plus à expliquer l'organisation présente dans le corps des êtres vivants. Par exemple, l'aérodynamique de l'aile d'un oiseau, les techniques de chasse extraordinaires de l'araignée, un insecte conçu de façon à ressembler à une feuille et pouvant ainsi se camoufler, le dessin en forme d'œil sur l'aile d'un papillon, ou le sentiment de compassion chez les animaux. La vie, avec tous ces détails parfaitement organisés, est de toute évidence le produit d'une création supérieure. Ce créateur supérieur, c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre eux. Lorsque vous regardez autour de vous en plein air dans un vaste champ, vous voyez facilement les objets les plus lointains et les plus proches, avec toutes leurs couleurs, leurs formes et leur taille. Cette vision, que vous avez obtenue sans faire le moindre effort, est le résultat de nombreuses réactions et interactions complexes à l'intérieur de votre corps. Regardons maintenant de plus près ces opérations compliquées. L'œil humain possède un mécanisme totalement automatique qui fonctionne parfaitement. Il est constitué de la combinaison de 40 éléments fondamentaux et chacun de ces éléments exerce des fonctions critiques dans le processus de la vision. Tout défaut, toute infirmité dans un seul de ces éléments rendrait la vision impossible. La couche transparente sur le devant de l'œil est la cornée. Juste derrière se trouve l'iris. Donnant à l'œil sa couleur, l'iris ajuste automatiquement sa taille selon l'acuité de la lumière, grâce aux muscles qui y sont attachés. Par exemple, si nous sommes dans un endroit obscur, l'iris se dilate pour faire entrer le plus de lumière possible. Quand la lumière augmente, il se contracte pour réduire la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Voici comment fonctionne le système d'ajustement automatique de l'iris. Au moment où la lumière pénètre, une pulsion nerveuse voyage jusqu'au cerveau et lui transmet le message concernant l'existence et l'acuité de la lumière.
Le cerveau renvoie immédiatement un signal ordonnant à quel point les muscles autour de l'iris vont se contracter. Un autre mécanisme de l'œil qui fonctionne parallèlement à cette structure est celui du cristallin. Le rôle du cristallin est de projeter la lumière qui pénètre dans l'œil sur l'écran rétinien situé à l'arrière de l'œil. Grâce au mouvement des muscles autour du cristallin, les rayons lumineux pénétrant dans l'œil de différents angles peuvent toujours être projetés sur la rétine. Tous les systèmes que nous avons décrits sont infiniment plus petits, mais aussi infiniment plus perfectionnés que les instruments mécaniques inventés par la technologie moderne pour imiter l'œil. Même le système d'imagerie artificielle le plus sophistiqué du monde demeure extrêmement simple et primitif si on le compare à l'œil. Lorsque nous pensons aux efforts et aux connaissances qui ont été déployés pour mettre au point ces systèmes d'imagerie artificielle, nous comprenons que l'œil est le résultat d'une création supérieure. Si nous examinons une seule cellule de l'œil au niveau microscopique, la supériorité de cette création apparaîtra plus clairement encore. Imaginons que nous regardons une coupe de cristal pleine de fruits. Les rayons lumineux venant de cette coupe jusqu'à notre œil passent à travers la cornée et l'iris et sont projetés sur la rétine par le cristallin. Que se passe-t-il donc dans la rétine pour que les cellules rétiniennes perçoivent la lumière? Lorsque les grains de lumière, qu'on appelle aussi photons, atteignent les cellules de la rétine, ils produisent un effet en cascade, comme une rangée de dominos soigneusement disposés les uns après les autres. Le premier de ces dominos des cellules rétiniennes est une molécule appelée 11,6-rétinal. Quand un photon de lumière entre en contact avec elle, cette molécule change de forme. Cela induit un changement dans la forme d'une autre protéine, la rhodopsine, à qui elle est solidement liée. La rhodopsine prend alors une forme qui lui permet d'adhérer à une autre protéine appelée transducine, qui était déjà présente dans la cellule, mais qui ne pouvait pas réagir auparavant en raison de l'incompatibilité de sa forme. Après cette union, une autre molécule appelée GDP rejoint aussi ce groupe. Maintenant, deux protéines, la rhodopsine et la transducine, et une molécule chimique appelée GDP se trouvent liées ensemble. Toutefois, le processus ne fait que commencer. Le composé appelé GDP a maintenant la forme voulue pour se lier à une autre protéine appelée phosphodiestérase qui est toujours présente dans la cellule. Ce lien effectué, la forme de la molécule ainsi produite enclenchera un mécanisme qui commencera une série de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. Ce mécanisme modifie la concentration d'ions de la cellule et produit de l'énergie électrique. Cette énergie stimule les nerfs situés tout au fond de la cellule rétinienne. Par voie de conséquence, l'image qui est parvenue à l'œil en tant que photon de lumière entame son voyage en tant que signal électrique. Ce signal contient l'information visuelle au sujet de l'objet extérieur. Pour que la vision se produise, les signaux électriques produits dans la cellule rétinienne doivent être transmis au centre de la vision dans le cerveau. Les cellules nerveuses ne sont cependant pas reliées directement les unes aux autres. Il existe un minuscule espace entre leurs points de jonction. Comment alors le stimulus électrique poursuit-il son chemin? À ce moment, une autre série d'opérations complexes se produit. L'énergie électrique est transformée en énergie chimique, sans aucune perte de l'information transportée. Et de cette manière, l'information est transmise d'un nerf à un autre. Les transporteurs chimiques situés au point de jonction des cellules nerveuses parviennent à faire passer d'un nerf à l'autre
l'information contenue dans les stimulus en provenance de l'œil. Lorsqu'il est transféré au nerf suivant, le stimulus est à nouveau converti en signal électrique et poursuit son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne un autre point de jonction. Poursuivant ainsi son chemin jusqu'au centre de la vision dans le cerveau, le signal est comparé aux informations présentes dans le centre de la mémoire et l'image est interprétée. Enfin, nous voyons la coupe de fruits dont nous parlions grâce à ce système parfait constitué de centaines de petits détails. Et toutes ces opérations extraordinaires se déroulent en une fraction de seconde. De plus, étant donné que la vision a lieu continuellement, le système est sans cesse en train de répéter ces étapes. Par exemple, les molécules entrant en jeu dans la réaction en chaîne de l'œil sont à chaque fois restaurées à leur état initial et la réaction recommence. Bien sûr, en même temps, de nombreuses autres opérations tout aussi complexes se déroulent dans d'autres parties du corps. Nous pouvons simultanément entendre le son de l'image que nous voyons. Et selon les circonstances, nous sentons aussi son odeur ou son contact. Au même instant, des millions d'autres opérations et réactions doivent se poursuivre sans interruption dans notre corps pour que nous restions en vie. La science primitive de l'époque de Darwin ne savait rien de tout cela. Cependant, malgré cela, même Darwin se rendait compte de l'extraordinaire complexité de l'œil. Il reconnut son désespoir dans une lettre qu'il écrivit à Asa Gray le 3 avril 1860, où il disait « La pensée même de l'œil me glace tout le corps ». Les propriétés biochimiques de l'œil, qui ont été découvertes par la science moderne, ont porté au darwinisme un coup plus grave encore que Darwin n'aurait pu l'imaginer. Le processus de la vision, que nous avons résumé très simplement, est encore plus complexe dans ses détails. Cependant, même ce résumé suffit à montrer quel système merveilleux a été créé dans notre corps. Les réactions qui se déroulent dans l'œil sont si complexes et si précises qu'il est tout à fait déraisonnable de penser qu'elles puissent être le produit du hasard, comme le prétend la théorie de l'évolution. Michael Behe, un professeur de biochimie réputé, commente ainsi la chimie de l'œil et la théorie de l'évolution dans son livre « La boîte noire de Darwin ». Maintenant que la boîte noire de la vision a été ouverte, une explication évolutionniste de cette faculté ne peut plus se contenter de considérer uniquement les structures anatomiques des yeux dans leur ensemble, comme le faisait Darwin au XIXe siècle. En réalité, chacune des étapes anatomiques et des structures que Darwin croyait si simples met en jeu des processus biochimiques d'une complexité époustouflante, qui ne peuvent pas être occultés sous des amas de rhétorique. Mais comme nous l'avons vu, la théorie de l'évolution est incapable d'expliquer un seul système dans une seule cellule vivante, et à plus forte raison d'expliquer la vie dans son ensemble. Ayant totalement démoli l'hypothèse que la vie était simple, la science a démontré à l'humanité un fait très important. La vie n'est pas le produit d'incidents imprévus. Elle est le résultat d'une création parfaite. La création parfaite d'un créateur supérieur qui a suscité la vie, qui est Dieu, le Seigneur de tous les mondes. C'est lui qui a créé les êtres humains ainsi que tous les autres êtres vivants. Et l'homme est responsable devant son Seigneur qui l'a créé. Dieu rappelle cette vérité à l'homme dans le Coran.
C'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et les cœurs. Vous êtes bien peu reconnaissant. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons d'autre savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi qui es l'omniscient, le sage.